j'ai raison, c'est la personne qui arrive avec une nouvelle théorie à prouver que sa théorie est vraie. Et ça, on le voit très très souvent dans beaucoup de discussions avec des gens qui disent quelque chose. Oui, non, mais les scientifiques ont tort. Moi, je dis que ça, c'est vrai. Et en fait, et ils reviennent vers les scientifiques en disant mais prouvez-moi que c'est vrai. Alors que bon, ils ont les preuves, mais de toute façon, elles sont en général contestées. Et alors les platistes, ils contestent qu'on est allé sur la Lune et tout ça, donc qu'on envoie des fusées, voilà. Donc, et en fait, ils font ce qu'on appelle l'inversion de la charge de la preuve. Ce serait à eux de prouver que la Terre plate, ça explique plus de choses que la Terre ronde, que dans tout, quoi. Il ne faut pas juste qu'ils se contentent d'expliquer leur propre conception. Et donc, ça, c'est un renversement de raisonnement qui est souvent opéré par justement toutes les théories complotistes. Elles renversent le raisonnement. Un autre truc intéressant, c'est qu'en fait, ça souligne le fait dont je parlais, avec le fait que je ne serais pas capable de répondre aux platistes, c'est pas forcément un argument, parce qu'en fait, celui qu'un platiste devrait convaincre, c'est ses pairs scientifiques, en tout cas des gens dont ce serait le métier d'établir la forme de la Terre. Je ne sais pas qui ce serait. Mais juste pour prendre un exemple, parce que là ça paraît complètement absurde, mais par exemple, il y a un physicien qui a énormément de succès sur YouTube, qui s'appelle Jean-Pierre Petit, je crois, un truc comme ça, qui a une théorie alternative, révolutionnaire, parfaitement vraie et prouvée de toutes les façons possibles. Et en fait, c'est ça qui est assez frappant, c'est qu'au lieu d'essayer de convaincre ses pairs, ou peut-être il a essayé et il n'a pas réussi, et au bout d'un moment ça le frustrait, il fait des tas de vidéos sur YouTube où il vulgarise sa théorie, etc. Il convainc des gens sur YouTube que sa théorie est correcte. Et tout le problème, c'est qu'en fait, pour valider sa théorie, le fait qu'il arrive à convaincre des gens qui s'y connaissent très modestement en physique théorique, ça n'a strictement aucune valeur. La seule chose qui permet de trancher, pour un non-expert, pour quelqu'un qui ne fait pas de la physique théorique, la seule chose qui permet de trancher sur la question de savoir si la théorie de Jean-Pierre Petit est correcte ou non, c'est avant tout la capacité qu'aura Jean-Pierre Petit à convaincre ses pairs ou non. S'il est incapable de convaincre ses pairs, j'ai aucune raison de croire que sa théorie vaut mieux que la relativité générale. Donc voilà, c'est typiquement se dire que quand vous avez une affirmation qui porte sur un certain champ, le fait si ça contredit l'état du débat, le consensus sur cette question-là, il y a une communauté de chercheurs qui s'intéresse à cette question-là, il y a un consensus sur cette question-là, si ça la contredit, c'est aux pairs scientifiques et pas au grand public de régler cette question. En gros, s'adresser directement à tout le monde sur YouTube pour promouvoir sa théorie, d'un point de vue épistémique, ça n'a aucune valeur, quoi. Voilà. J'y suis souvent confronté parce que du coup, Jean-Pierre Petit est très populaire sur YouTube et du coup, il y a régulièrement des gens qui m'interpellent pour me dire mais pourquoi tu ne parles pas de... Voilà. Et je sais qu'il y a un côté un peu frustrant parce qu'on a l'impression... je sais pas si vous avez suivi les 12 heures de cours de Jean-Pierre Petit, vous avez l'impression de connaître quelque chose du coup, mais en fait, non, en fait, le fait qu'il vous ait convaincu, que vous ayez le sentiment d'avoir compris plein de choses très compliquées sur l'univers, etc., le fait que ça n'ait pas vraiment de valeur, c'est vrai que c'est souvent difficile à entendre, mais de fait, moi, en tant que pas du tout physicien, la seule chose qui m'intéresse quand on parle de Jean-Pierre Petit, c'est est-ce que sa théorie intéresse enfin des physiciens, et la réponse est toujours non. Donc dans cette mesure-là, j'ai pas de raison particulière de m'y intéresser, moi, du coup. Voilà. Moi, je voulais revenir sur le côté vulgarisateur qui peuvent devenir des influenceurs, sur le fait qu'une information qui est donnée, nous, on a le retour sur oui, mais au vu du nombre d'abonnés qu'il a, forcément ce qu'il dit est vrai. Et du coup, l'universitaire qui, lui, avant de faire son écrit, doit avoir été lu par ses pairs, reconnu par ses pairs. On a l'exemple de la chloroquine, ça aille très vite dans les médias, la fake news va très vite. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui sont devenues hyper influenceuses, plus vulgarisatrices, mais influenceuses, et qui, on met maintenant, il y a des preuves scientifiques que c'était une absurdité, la chloroquine. Mais il y a quand même ce problème de YouTube, ou peu importe le média, qui va aller beaucoup plus vite. Et vulgariser, pour moi, c'est un travers, puisqu'on est seul. On vulgarise, donc finalement, on est amené à dire une bêtise. Et on met énormément de temps, parce que le côté universitaire, lui, il reste sur une vieille
alors, comme vous aviez dit, un protocole qui fait qu'on ne va pas contredire tout de suite. On ne va pas dire la Terre, non, elle n'est pas plate, puisqu'on rentrerait dans un côté comme ça simpliste. On va prouver les choses, et donc contredire est beaucoup plus compliqué que dire et envoyer des vidéos. Des vidéos, il en sort tous les jours, alors qu'on met peut-être 3 à 6 mois à la contredire. Si je peux compléter, peut-être, effectivement, vous avez un protocole, les vulgarisateurs, pour de révision par des pairs de vos... Non. Enfin, vous pouvez répondre à cette question. Non, bien sûr que non. Non, chacun travaille comme il veut. Il se trouve que ça m'arrive souvent de faire relire les scripts. Il y a beaucoup de vulgarisateurs qui font relire leurs scripts par des gens qui s'y connaissent en fonction des scripts qu'ils écrivent. Il y en a beaucoup qui le font pas du tout. Oui, ça dépend du vulgarisateur. Si vous me posez des questions sur tel ou tel vulgarisateur, je pourrais vous dire comment il travaille, parce que souvent on a une petite idée. Mais il y en a qui travaillent mieux que d'autres, oui, c'est sûr. Il y en a qui travaillent très très mal. Mais donc oui, il faut se méfier. Et le nombre d'abonnés n'est clairement pas un indicateur de la fiabilité de la vulgarisation. Mais Monsieur Phi, il n'y a pas de problème. Hein. Je peux compléter. C'est vrai qu'il y a pas mal de... bon, les vulgarisateurs, on peut imaginer aussi qu'ils ont une certaine éthique de travail et que... Voilà, après, tous, sans doute pas. Mais on observe ça aussi dans d'autres domaines. Dans mon propre champ de recherche, donc utilisation de technologies numériques pour l'apprentissage et la formation. Il y a en ce moment, notamment sur Genève, un très gros mouvement anti-écran. Qui est en train de prendre toute la place dans le débat public et qui prétend que effectivement c'est très très dangereux les écrans, et qui justement fait exactement ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire ils prennent quelques résultats, ils les extrapolent de manière caricaturale. Et c'est très convaincant parce que ça rejoint un peu aussi ce qu'on disait, ça va sur l'expérience personnelle. Ah ben oui, on voit les jeunes, ils sont tout le temps sur leur portable. Nous aussi, on est tout le temps sur les réseaux. C'est forcément mauvais, etc. Donc ça se base sur des espèces d'expériences vécues intuitives et donc avec une exagération énorme qui fait pas d'écran à l'école. Et pas d'écran à l'école, si on fait ça, on se prive justement de toute l'éducation, l'éducation à la citoyenneté numérique, si on l'appelle un peu comme ça, c'est-à-dire justement comment on apprend à rechercher des informations, pas se méfier toujours, mais aussi à juger la qualité des sources, ce genre de choses, si on écarte tous les écrans sous prétexte que l'exposition aux écrans avec... aussi, on peut faire une analyse du vocabulaire utilisé. Et donc, on est vraiment confronté, là, les chercheurs, à se dire, mince, eux, ils vont beaucoup plus vite que nous, et c'est beaucoup plus lu, beaucoup plus vite accessible, ce qu'ils écrivent, que si moi, j'écris quelque chose dans une revue en anglais, avant que ça aille, voilà. Et donc, ça nous oblige effectivement aussi à être davantage dans les médias. Mais effectivement, ça c'est un gros biais. Je pense que c'est un danger pour la démocratie, un danger pour le progrès humain. Donc c'est vraiment un gros danger et c'est aussi un peu ça l'éducation à la réflexion, l'éducation à l'esprit critique notamment. Ça permet peut-être d'éviter ces travers actuels. Par rapport à votre question, en fait, c'est un truc qui est frappant là-dedans, c'est que dire des choses qui sont fausses, qui ne sont pas fondées scientifiquement, vous avez zéro risque en termes de réputation, sauf si vous êtes scientifique éventuellement. Oui, voilà. Et encore. Mais voilà, vous êtes une personnalité publique, vous dites les écrans c'est très mauvais, c'est prouvé, voilà, il y a eu telle étude, c'est prouvé, c'est très clair, ou même vous fichez complètement de prouver vos dires par quoi que ce soit. On s'en fiche complètement de savoir si c'est vrai ou faux, et même si de fait c'est faux, ou de fait c'est beaucoup plus mitigé que ça, le risque pour une personnalité politique de dire quelque chose qui est totalement infondé d'un point de vue scientifique, il est nul. Donc bon, pourquoi s'en priver ? On n'est pas... Et c'est pareil pour un vulgarisateur, je pourrais dire à un autre niveau, un vulgarisateur qui fait une vidéo complètement... très mauvaise du point de vue de la vulgarisation, et c'est pareil, son risque réputationnel il est proche de zéro, donc dans ces conditions-là, je sais pas, mais j'aimerais qu'on tienne plus rigueur au fait de ne pas
de dire n'importe quoi quand il est possible de ne pas dire n'importe quoi. Donc, mais malheureusement, c'est pas le cas. Alors, justement, ma question était liée à ça. On a vu pendant la Covid, mais pas seulement pendant la Covid, toute une série d'experts arriver sur des plateaux télévision, qui étaient experts d'un domaine et qui étaient interviewés ou qui n'étaient pas interviewés, mais qui se permettaient de parler sur le domaine de la Covid ou d'autres sujets, alors que ce n'était pas du tout leur domaine d'expertise. Et du coup, peut-être nous dire un tout petit mot sur le biais d'autorité, parce que finalement, il y a eu le biais d'autorité qu'on a vu, revu et réentendu pendant des années. Enfin, ce n'est pas lié à la Covid, hein, il existe depuis toujours, mais là, il a peut-être été un peu exacerbé. Et du coup, ma question centrale, c'est est-ce que vous, dans votre formation de haut niveau, puisque vous avez tous les deux un doctorat, donc un certain nombre d'années d'études, est-ce que dans une formation de haut niveau comme la vôtre, vous avez une formation à l'éthique? Est-ce qu'on vous apprend à rester prudent? Vous venez parler de, quand on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas, de ce qu'on appelle la suspension du jugement. Est-ce qu'on vous apprend, vous, dans votre formation, à suspendre le jugement et à oser dire non et à savoir dire ce n'est pas mon domaine de recherche, donc je ne me prononce pas? Ou est-ce que ça n'apparaît pas du tout? Moi, non, enfin, clairement. En même temps, je faisais une thèse en philosophie de la logique, la probabilité que je me retrouve à donner mon avis sur des sujets de société était relativement limitée. Mais non, ça faisait pas partie des formations que j'ai reçues. Alors, je peux répondre effectivement. Alors, on a des formations à l'éthique qui sont basées sur plutôt l'éthique de la recherche, hein, mais qui ne sont pas orientées vers soi-même. Hein. Donc, c'est pas justement ce que tu dis, la suspension du jugement, ce genre de choses. Par contre, justement, c'est pour revenir à ces questions de paradigme, de communauté scientifique. Donc, on est quand même, on sait que on n'est pas tout seul et que effectivement la science avance par résolution, par débat, par petits pas, avec résolution de controverses et ce genre de choses. Donc quelque part, on sait que même si on a des résultats qui vont dans un sens et qu'on a très envie de prouver parce que c'est sa propre théorie, on a tout un arsenal normalement de méthodologie et de garde-fous. On sait qu'on va l'exposer aux collègues. Les collègues vont peut-être nous dire oui, mais là il y a un biais dans cette étude, ou alors il faudrait voir dans quelle mesure ça généralise. Normalement, ça fait partie de la formation scientifique. Ça. Mais par contre, là où, en fait, par rapport à ce qui s'est passé avec la Covid, on parlait de chloroquine tout à l'heure, donc on a eu le cas d'un expert qui a finalement un peu oublié tout ça, toutes ces précautions de la formation scientifique, et qui s'est basé sur son expérience personnelle. Et là, donc ça revient, ça reboucle avec le titre, hein. C'est-à-dire que l'expérience personnelle, comme je disais, c'est quand même un bagage, c'est ses connaissances et son expérience, c'est un bagage positif quelque part. Mais là, il avait tellement envie de prouver que la chloroquine avait un effet qu'il a oublié ça. Enfin, je veux dire ça comme ça, c'est un peu rapide, mais il a fait fi finalement de toutes les précautions et puis il a dit oui, bah, la méthodologie scientifique de toute façon, voilà, elle n'est pas, elle a plus, enfin finalement, il faut faire autre chose que ce qui est fait en médecine, donc il a attaqué toute la médecine. Et donc après, c'est de l'argument d'autorité, hein, c'est ce dont tu parles, c'est le fait que quand on a une certaine autorité, on va être davantage écouté, ce qui n'est pas mauvais, hein, c'est parce que les experts, normalement, ils savent à peu près de quoi ils parlent, mais justement, c'est là où ça se retourne, c'est quand ça devient le seul argument. Donc le seul argument, c'est dire, oui, non, mais moi je sais, ça fait quand même 20 ans que je soigne des gens avec la chloroquine, je vais vous dire, moi je sais de quoi il en retourne, hein, voilà. Et là, on reprend tous les biais qu'on a discutés, de dire que son petit individu, avec son expérience, quelle que soit sa valeur, vaudrait fait général, et justement, j'ai répondu un peu dans toutes les sous-questions que j'avais répondu. Merci, je crois qu'effectivement...